Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage fascinant à travers le temps. Nous allons explorer les grands courants de la pensée économique. Vous vous demandez peut-être, pourquoi devrions-nous nous intéresser à ce que de vieux penseurs ont écrit il y a des siècles? Eh bien, c'est simple. Les idées dont nous allons discuter ont façonné le monde même dans lequel nous vivons aujourd'hui. Elles influencent les politiques de nos gouvernements, la façon dont les entreprises opèrent, et même la façon dont nous percevons notre propre argent et nos emplois. Comprendre d'où viennent ces idées, c'est comme avoir une clé secrète pour déverrouiller les complexités de notre économie moderne. Cela nous aide à comprendre l'actualité, à saisir les débats politiques et à voir la vue d'ensemble derrière les gros titres. Tout au long de cette exploration, nous voyagerons chronologiquement, en partant du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Nous commencerons par les mercantilistes, qui croyaient que la richesse d'une nation se mesurait en or. Ensuite, nous rencontrerons les physiocrates, qui voyaient la terre et l'agriculture comme la véritable source de toutes les richesses. Après cela, nous croiserons les géants de l'économie classique comme Adam Smith et David Ricardo. Leurs idées sur les marchés libres et le commerce ont jeté les bases d'une grande partie du capitalisme moderne. Ce parcours historique nous montrera comment la pensée économique a évolué, chaque nouvelle école de pensée s'appuyant sur ou réagissant contre celles qui l'ont précédée. Notre voyage ne s'arrêtera pas là. Nous nous plongerons dans la perspective critique de Karl Marx, dont l'analyse du capitalisme a eu un impact profond et durable sur le monde. Nous examinerons ensuite la révolution marginaliste, qui a changé la façon dont les économistes pensent la valeur, et verrons comment l'école néoclassique a bâti sur ces nouvelles bases. Nous passerons, bien sûr, du temps avec John Maynard Keynes, dont les théories ont offert une issue à la Grande Dépression et ont défini la politique économique pendant des décennies. De là, nous naviguerons dans les débats entre ses disciples et ses rivaux, comme les monétaristes menés par Milton Friedman. Chaque étape révélera une pièce différente du puzzle économique. En suivant cette chronologie, vous verrez que l'économie n'est pas un sujet aride ou figé. C'est un domaine dynamique, plein de débats passionnés, d'idées révolutionnaires et de visions du monde qui s'entrechoquent. Les penseurs dont nous discuterons n'étaient pas de simples universitaires. Ils essayaient de résoudre des problèmes du monde réel, de la pauvreté et du chômage aux crises financières et à la croissance économique. À la fin de notre voyage, vous aurez une compréhension plus claire de ces grands mouvements intellectuels. Vous serez en mesure de reconnaître leurs arguments fondamentaux et de voir comment leur héritage continue d'influencer les discussions économiques qui se déroulent tout autour de nous, en ce moment même, en ce 24 mai 2024. Alors, commençons. Voyageons jusqu'au XVIe siècle, lorsque de puissantes nations émergèrent à travers l'Europe. Cette époque, qui dura jusqu'au XVIIIe siècle, fut dominée par le mercantilisme. Leur objectif principal était simple: rendre leur nation aussi puissante et riche que possible. Ils croyaient que la richesse mondiale était finie, une part fixe pour laquelle les nations se faisaient concurrence. La richesse d'une nation était mesurée par son stock de métaux précieux, l'or et l'argent. Cette obsession a conduit au bullionisme, très présent en Espagne et au Portugal, qui tentaient d'accumuler les métaux de leurs colonies. En France, le colbertisme visait à développer un secteur manufacturier fort. Pendant ce temps, dans les États allemands, le caméralisme se concentrait sur le renforcement des finances de l'État. En Angleterre et aux Pays-Bas, le commercialisme visait une balance commerciale favorable. Une idée centrale du mercantilisme est que le commerce international est un jeu à somme nulle. Le gain économique d'une nation était nécessairement la perte d'une autre. Cela a favorisé une rivalité et des conflits intenses. Cette logique de somme nulle justifiait des politiques agressives et protectionnistes comme les tarifs douaniers et les quotas d'importation. Les colonies étaient dans vitales, exploitées au profit de la mère patrie. L'objectif principal était une balance commerciale favorable. Les États mercantilistes subventionnaient les exportations et taxaient les importations. C'était du nationalisme économique dans sa forme la plus pure. L'époque était définie par l'implication de l'État dans l'économie. L'économie était un outil de l'État, servant son ambition de pouvoir. Alors que le mercantilisme déclinait au XVIIIe siècle, un nouveau groupe de penseurs a émergé. Agissant comme un pont crucial entre les économies contrôlées par l'État et le libéralisme classique, nous les appelons les préclassiques. Actifs principalement en France et au Royaume-Uni, ces pionniers considéraient l'économie non seulement comme un outil du pouvoir d'État, mais comme un système ayant sa propre logique.
Ils ont remis en question le mercantilisme, considérant la richesse comme un flux de biens et de services, et non seulement comme des métaux précieux. Ce changement révolutionnaire a pris en compte les rôles des individus et des marchés, recherchant les principes régissant les prix et la production. Ils ont exploré les effets de la monnaie, posant les bases de la théorie quantitative de la monnaie. Leur contribution la plus significative a été l'idée de l'économie comme un domaine distinct avec des lois discernables, ouvrant la voie aux économistes classiques. Parmi les penseurs préclassiques, Richard Cantillon se démarque. Banquier irlandais à Paris, son œuvre, écrite vers 1730 et publiée à titre posthume en 1755, est considérée comme le premier traité véritablement systématique sur l'économie. Cantillon décompose l'économie en ses composantes fondamentales, en commençant par la terre et le travail. Il a développé une théorie de la valeur, distinguant la valeur intrinsèque du prix du marché. Cantillon a décrit le flux circulaire des revenus entre les propriétaires fonciers, les agriculteurs et les entrepreneurs. Son travail est également célèbre pour son analyse de la manière dont l'argent est injecté dans une économie, un concept maintenant connu sous le nom d'effet Cantillon, montrant que l'inflation monétaire redistribue systématiquement la richesse. Cantillon a fourni un modèle holistique d'une économie de marché autorégulée. Cantillon était vraiment en avance sur son temps. Émergeant des Lumières françaises, les physiocrates furent sans doute la première école de pensée économique organisée. Le nom physiocratie se traduit par la règle de la nature. Leur chef était François Quesnay, médecin du roi Louis XV. Quesnay voyait l'économie comme un organisme vivant, où la richesse circulait comme le sang. Ils prônèrent des politiques de laisser-faire, exhortant les gouvernements à se retirer et à laisser l'économie fonctionner librement. La doctrine centrale était le statut unique de l'agriculture. Ils croyaient que l'agriculture était le seul secteur véritablement productif parce qu'elle seule générait un surplus. Pour illustrer la circulation des richesses, François Quesnay a développé le révolutionnaire, publié en 1758. Ce diagramme pionnier fut la première tentative de créer un modèle quantitatif d'une économie entière. Il cartographiait le flux des revenus entre les classes sociales. Quesnay a divisé la société en classes productives, les propriétaires terriens et la classe stérile. Le diagramme de Quesnay suivait méticuleusement la circulation annuelle de l'argent et des biens, en commençant par la récolte. Le modèle démontrait l'interdépendance de l'économie. Quesnay a posé les fondations de la comptabilité nationale et a fourni le premier modèle d'équilibre économique. Après les physiocrates, la pensée économique s'est déplacée vers la Grande-Bretagne, à l'avant-garde de la révolution industrielle. Cette ère a donné naissance à l'école classique d'économie. Ces penseurs recherchèrent des lois universelles, régissant la création de richesses et la croissance économique, jetant ainsi les bases de l'économie moderne. Adam Smith, souvent salué comme le père de l'économie moderne, a publié son œuvre majeure en 1776. Ce livre était une attaque contre le mercantilisme et une plaidoirie pour les marchés libres. Smith a introduit le concept de la main invisible, où l'intérêt personnel favorise involontairement le bien-être de la société. Smith a également exploré le paradoxe de l'eau et des diamants pour étudier la nature de la valeur. Smith a préconisé la division du travail, utilisant une manufacture d'épingles pour illustrer comment les tâches spécialisées augmentent la production. Cette spécialisation, combinée au libre-échange, était la recette de Smith pour créer la richesse des nations. S'appuyant sur les travaux d'Adam Smith, David Ricardo, un agent de change londonien prospère, a apporté une rigueur analytique à l'économie. Son livre de 1817 a déplacé l'attention de la création de richesses vers sa distribution entre les propriétaires fonciers, les capitalistes et les travailleurs. Ricardo a affiné la théorie de la valeur travail et a développé la loi d'airain des salaires, suggérant que les salaires tendent naturellement vers un niveau de subsistance. Une contribution durable est la théorie de l'avantage comparatif, une pierre angulaire de la théorie du commerce international. Le modèle de Ricardo décrivait une économie se dirigeant vers un état stationnaire, avec l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des loyers réduisant les profits capitalistes, stoppant finalement l'investissement et la croissance. Alors que l'école classique gagnait en influence au début du XIXe siècle, l'utilitarisme, un mouvement philosophique et économique parallèle, a émergé, particulièrement en Grande-Bretagne. Cette école a fourni une nouvelle base morale et psychologique à l'analyse économique. Son principal défenseur était Jeremy Bentham. Dans son œuvre, publiée en 1789, Bentham a exposé le principe de l'utilitarisme. Les actions devraient viser à produire le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Cette idée, le principe du plus grand bonheur, cherchait à fonder la moralité et le droit sur une base rationnelle et laïque.
Bentham soutenait que les humains sont guidés par la douleur et le plaisir, et a proposé une méthode pour évaluer le plaisir et la douleur. Pour Bentham, l'économie était un domaine où les individus poursuivaient leur propre utilité. Les meilleures politiques permettaient aux individus la liberté d'augmenter le bonheur total de la société. Au début du 19e siècle, en France, Jean-Baptiste Say a affiné les idées d'Adam Smith et a introduit ce qui est devenu la loi de Say. L'offre crée sa propre demande. Say soutenait que la production de biens génère des revenus, qui sont ensuite utilisés pour acheter d'autres biens. Ainsi, globalement, l'offre et la demande s'équilibrent toujours. Il insistait sur le fait qu'une surproduction généralisée était impossible. Si certains biens restaient invendus, cela signifiait simplement que d'autres étaient sous-produits, et les prix s'ajusteraient en conséquence. Le mécanisme des prix du marché, selon Say, corrigerait rapidement les déséquilibres, réaffecterait les ressources et rétablirait l'équilibre. Cette confiance dans les marchés autorégulateurs a façonné la politique économique pendant plus d'un siècle, les gouvernements étant incités à se concentrer sur l'encouragement de la production et non sur la stimulation de la demande. La loi de Say est restée centrale dans la pensée économique jusqu'à la Grande Dépression, lorsque Keynes a célèbrement remis en question ses hypothèses. Au milieu des années 1800, Karl Marx a lancé une critique révolutionnaire du capitalisme, affirmant qu'il était défini par le conflit de classe et l'exploitation. Le matérialisme historique de Marx voyait la société façonnée par son mode de production, le capitalisme opposant la bourgeoisie au prolétariat. Il soutenait que les travailleurs, payés juste assez pour survivre, produisaient plus de valeur qu'ils n'en recevaient. La plus-value devenait le profit des capitalistes. Cette exploitation, affirmait Marx, n'était pas due à la cupidité individuelle, mais à une caractéristique structurelle du capitalisme lui-même. Les capitalistes, pour survivre, doivent maximiser la plus-value, en allongeant les heures de travail, en intensifiant le travail ou en introduisant de nouvelles technologies. Le résultat, une lutte constante entre les capitalistes en quête de profit et les travailleurs qui se battent pour de meilleures conditions. Marx croyait que ce conflit mènerait finalement à la chute du capitalisme et à l'avènement d'une nouvelle société sans classe. Marx avait prédit que les contradictions du capitalisme causeraient son effondrement. À mesure que les capitalistes investiraient davantage dans les machines et moins dans le travail, le taux de profit chuterait, déclenchant des crises économiques plus profondes. La surproduction entraînerait des excédents, du chômage et des faillites, tandis que la richesse se concentrerait entre les mains d'un nombre restreint de personnes. Les travailleurs, de plus en plus aliénés et appauvris, formeraient une classe révolutionnaire. Marx avait envisagé une crise finale. Le prolétariat s'emparerait des moyens de production, abolirait la propriété privée et établirait le socialisme. La production servirait alors les besoins sociaux, et non le profit privé. La vision de Marx a profondément façonné les mouvements politiques et les débats pendant des générations. Dans les années 1870, la révolution marginale a transformé l'économie, alors que Jevon, Menger et Walras ont introduit indépendamment le concept d'utilité marginale. Ils ont affirmé que la valeur provient de la satisfaction supplémentaire obtenue en consommant une unité de plus d'un bien, et non du seul travail. Cela a expliqué pourquoi l'eau, bien qu'essentielle, est bon marché, tandis que les diamants rares sont chers. La valeur dépend de la rareté et du désir subjectif. Le principe de l'utilité marginale décroissante est devenu central, montrant que chaque unité supplémentaire d'un bien apporte moins de satisfaction. Ce changement a orienté l'économie vers l'analyse des choix individuels et de l'allocation des ressources, jetant les bases de la microéconomie. L'approche mathématique des marginalistes a permis des modèles précis du comportement du consommateur et de l'équilibre du marché. Leurs idées ont ouvert la voie à l'école néoclassique, qui dominera la pensée économique pendant le siècle suivant. L'école néoclassique, s'appuyant sur le marginalisme, a synthétisé les idées classiques sur la production avec de nouvelles théories de l'utilité et de la demande. L'analogie des ciseaux d'Alfred Marshall a montré que l'offre et la demande déterminent toutes deux les prix, une idée fondamentale de l'économie moderne. Léon Walras a développé la théorie de l'équilibre général, utilisant les mathématiques pour montrer comment tous les marchés pouvaient s'équilibrer simultanément. L'école autrichienne, dirigée par Menger, Schumpeter et Hayek, a mis l'accent sur l'entrepreneuriat, le changement dynamique et les limites de la planification centrale. Les néoclassiques ont formalisé les diagrammes d'offres et de demande et se sont concentrés sur l'allocation efficace des ressources. Leurs travaux sont devenus le fondement de la microéconomie et ont façonné l'enseignement économique pendant des générations. Ce paradigme a dominé jusqu'à la révolution keynésienne,
qui remettrait en question ces hypothèses sur la stabilité du marché. La croyance néoclassique dans l'autorégulation des marchés a été anéantie par la Grande Dépression. Les économies se sont effondrées et le chômage de masse a persisté. John Maynard Keynes a offert une explication et une solution radicale. Son livre de 1936 a déclenché la révolution keynésienne, bouleversant l'économie classique en affirmant que les économies de marché ne sont pas intrinsèquement stables et peuvent rester bloquées avec un chômage élevé. Keynes a soutenu que la demande globale détermine l'activité économique. Les décisions d'investissement sont guidées par les esprits animaux, l'optimisme et le pessimisme. Lorsque ceux-ci s'effondrent, l'investissement privé chute, entraînant de profondes récessions. La rigidité des salaires signifie que la baisse de la demande entraîne des licenciements, provoquant un chômage persistant. Ayant diagnostiqué la maladie, Keynes a prescrit un remède puissant. Si le problème fondamental était une insuffisance de la demande globale, et si le secteur privé, c'est-à-dire les consommateurs et les entreprises, était incapable, ou, vous savez, simplement réticent à dépenser suffisamment pour sortir l'économie de sa récession, alors il ne restait qu'un seul acteur ayant le pouvoir de combler le vide, le gouvernement. Keynes a soutenu que pendant une récession, le gouvernement devrait intervenir activement pour stimuler les dépenses totales. Ce fut, vraiment, la conclusion politique révolutionnaire de sa théorie générale. Le gouvernement ne devrait pas attendre passivement que le marché se corrige de lui-même, il devrait devenir le moteur de la reprise en gérant directement le niveau de la demande globale dans l'économie. Le principal outil de cette intervention était la politique fiscale, l'utilisation des dépenses publiques et de la fiscalité. Pour lutter contre le chômage, Keynes a préconisé une politique budgétaire expansionniste. Le gouvernement devrait augmenter ses propres dépenses pour des projets de travaux publics, tels que la construction de routes, d'écoles et de barrages. Cette injection directe de dépenses créerait des emplois et augmenterait les revenus. Il a également proposé de réduire les impôts pour laisser plus d'argent dans les poches des consommateurs et des entreprises, les encourageant à dépenser et à investir davantage. L'objectif était d'utiliser le budget du gouvernement pour contrecarrer le ralentissement des dépenses privées et, relancer l'économie vers le plein emploi. C'était un rejet complet de l'idéal classique d'un budget équilibré, surtout pendant une récession. Keynes a également introduit le concept de l'effet multiplicateur. Il a expliqué qu'une augmentation initiale des dépenses publiques aurait un impact amplifié sur le revenu national. Par exemple, lorsque le gouvernement paie un travailleur pour construire un pont, ce travailleur dépensera ensuite une partie de son nouveau revenu à l'épicerie locale. L'épicier, à son tour, utilisera ce revenu pour payer ses fournisseurs ou ses employés, qui le dépenseront ensuite ailleurs. Chaque cycle de dépenses crée de nouveaux revenus, ce qui fait que l'investissement initial du gouvernement se répercute sur l'économie et génère une augmentation totale beaucoup plus importante de l'activité économique. Ce concept puissant suggérait qu'une dose relativement faible de stimulation gouvernementale pouvait avoir un effet très important et positif. Le cadre keynésien a fourni une justification claire et convaincante pour un rôle beaucoup plus important et plus actif de l'État dans la gestion macroéconomique. L'objectif n'était pas de remplacer le capitalisme, mais de le sauver de ses propres instabilités. En utilisant la politique fiscale pour lisser le cycle d'expansion et de récession, les gouvernements pouvaient atténuer les pires effets des récessions, maintenir des niveaux d'emploi élevés et, vraiment, assurer la stabilité économique. Après Keynes, une nouvelle génération d'économistes a émergé, souvent appelés néo-keynésiens ou économistes de la synthèse néoclassique. Leur objectif était de réconcilier les idées macroéconomiques de Keynes avec le cadre microéconomique néoclassique. Ils ont accepté l'argument de Keynes selon lequel l'économie pouvait souffrir d'une demande insuffisante, nécessitant une intervention gouvernementale. Ils ont développé le modèle ISLM, un outil qui est devenu la manière standard d'enseigner la macroéconomie keynésienne. Cela a créé une version pratique du keynésianisme qui pouvait être appliquée par les gouvernements et les banques centrales. Cette synthèse a créé une vision puissante qui a dominé l'économie dominante pendant des décennies. Elle offrait un récit convaincant. Le capitalisme est un moteur puissant de croissance à long terme, mais il est sujet à des instabilités à court terme. Ce cadre a fourni la base intellectuelle de l'âge d'or du capitalisme d'après-guerre. Alors que la synthèse néoclassique se concentrait sur la stabilisation à court terme, les néo-keynésiens exploraient la croissance à long terme, qui avait fasciné les économistes classiques. Le modèle de Harold Domar a étendu l'analyse de Keynes à une théorie dynamique de la croissance, soulignant le double rôle de l'investissement.
Le modèle suggérait que pour une croissance harmonieuse et à plein emploi, l'investissement devait croître à un taux précis et constant, ce qui a conduit à la croyance keynésienne en l'instabilité inhérente des économies capitalistes. Robert Solow a contesté cela avec son modèle de croissance néoclassique, introduisant la substitution capital-travail. Solow a conclu que le progrès technologique et non l'accumulation de capital est le moteur de l'amélioration du niveau de vie à long terme, plaçant l'innovation au cœur de la théorie moderne de la croissance. Le consensus keynésien d'après-guerre a commencé à s'éroder dans les années 1970, une décennie en proie à la stagflation. C'est dans ce vide qu'est apparu le monétarisme, centré à l'université de Chicago et défendu par Milton Friedman. Friedman a soutenu que la masse monétaire, et non la politique budgétaire, était le principal déterminant des résultats économiques. Dans leur livre marquant avec Anna Schwartz, Friedman a soutenu que l'inflation est toujours un phénomène monétaire. Ils ont blâmé la Réserve fédérale pour la Grande Dépression, arguant que sa contraction monétaire avait aggravé la récession. Les monétaristes ont ravivé la théorie quantitative de la monnaie, affirmant que le niveau des prix est proportionnel à la masse monétaire. Friedman pensait que le réglage fin keynésien était futile en raison de modèles peu fiables et de décalages longs et variables. Il a préconisé l'abandon de la politique discrétionnaire au profit d'une règle monétaire fixe. Les banques centrales devraient augmenter la masse monétaire à un rythme lent et constant pour correspondre à la croissance potentielle de l'économie. Cela créerait un environnement monétaire stable, éliminerait l'instabilité économique et permettrait au marché libre de fonctionner efficacement. Milton Friedman a critiqué la politique keynésienne en se concentrant sur la courbe de Phillips. La courbe de Phillips traditionnelle suggérait un compromis à long terme entre l'inflation et le chômage. Friedman a soutenu que ce n'était que temporaire, introduisant le concept du taux de chômage naturel. Il pensait que l'économie reviendrait toujours à ce taux, quelle que soit l'inflation. Les tentatives de réduire le chômage en dessous de ce niveau ne feraient qu'accélérer l'inflation. Friedman a développé la théorie des anticipations adaptatives où les travailleurs ajustent leurs attentes en fonction de l'expérience récente. Cela a conduit à la conclusion qu'il n'y a pas de compromis permanent entre l'inflation et le chômage. Les idées de Friedman ont influencé des dirigeants comme Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Les banques centrales ont adopté des politiques d'inspiration monétariste pour contrôler l'inflation, même au prix d'une récession. Ces idées fondamentales sur la masse monétaire, les limites de la politique de stabilisation et le rôle des anticipations se sont profondément ancrées dans la pensée économique dominante. Dans les années 70 et 80, une école de pensée plus radicale a émergé, principalement aux États-Unis, l'école néoclassique. Ils ont construit leur modèle sur l'hypothèse que les marchés s'équilibrent toujours et sur une théorie révolutionnaire de la façon dont les gens forment leurs attentes. C'était la théorie des anticipations rationnelles, popularisée par Robert Lucas. Elle postule que les individus sont tournés vers l'avenir, utilisant toutes les informations disponibles pour former leurs attentes. Les gens agissent comme des économistes et ne seront pas systématiquement dupés par le gouvernement. C'était une attaque frontale contre la politique macroéconomique interventionniste. Toute politique gouvernementale prévisible sera inefficace pour modifier les résultats économiques réels. Les gens anticiperont ces effets et agiront pour la neutraliser. Cette idée a remis en question les cadres keynésiens et monétaristes, suggérant que les tentatives du gouvernement de gérer l'économie étaient futiles. Section 2. L'inefficacité des politiques. L'école néoclassique, et notamment Robert Lucas, a utilisé les anticipations rationnelles pour développer une nouvelle théorie du cycle économique. Les récessions résultent de chocs inattendus, en particulier dans la politique gouvernementale. Seules les mesures politiques de surprise ont un effet réel. Cela a conduit à la proposition d'inefficacité de la politique, associée à Thomas Argent et Neil Wallace. Elle stipule que toute politique macroéconomique systématique et prévisible visant à stabiliser l'économie est inutile. Les agents rationnels anticipent les effets de la politique, rendant cette dernière inutile dès le départ. Cela a renforcé les croyances pré-keynésiennes dans les marchés libres. La révolution néoclassique a forcé les économistes à prendre les anticipations au sérieux, changeant fondamentalement les débats sur la politique macroéconomique. Notre parcours à travers l'histoire de la pensée économique a pris fin. L'économie n'est pas une science monolithique avec un ensemble unique de vérités établies. Au lieu de cela, c'est un domaine dynamique caractérisé par un dialogue continu entre des perspectives concurrentes.
Les idées fondamentales continuent de résonner dans les couloirs du pouvoir, les salles de conseil d'administration et les universités. De nombreux économistes contemporains s'inspirent de traditions intellectuelles multiples, souvent contradictoires. La tension entre les marchés libres et l'intervention gouvernementale demeure un thème central. Les idées du passé évoluent et sont réutilisées pour relever les défis actuels, des crises financières au changement climatique. Bon nombre des concepts que nous avons abordés restent des outils d'analyse puissants et activement utilisés. Ces idées durables fournissent le vocabulaire essentiel que les économistes utilisent pour comprendre notre monde complexe. La pensée économique est un processus dynamique d'action, de réaction et de synthèse. Comprendre cette riche histoire nous permet d'être des citoyens plus critiques et informés. L'économie est façonnée par les idées puissantes auxquelles nous choisissons de croire et d'agir.